Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, c'est l'heure de l'heure libre, une émission en partenariat Front Populaire le Média et Sud Radio, une émission en direct. Et je suis en compagnie de Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue, de Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de cette même revue. Et notre invitée aujourd'hui est Vera Nikolski, haut fonctionnaire, normalienne, docteur en sciences politiques. Son CV est impressionnant. Elle est surtout auteur de Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et les vrais dangers qui les menacent, aux éditions Fayard, un essai absolument passionnant que je vous recommande. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander si les féministes ont toujours raison. Et on va se poser plusieurs questions. Quelles sont les vraies raisons de l'émancipation des femmes? Et vous allez voir que ce n'est pas exactement celle que l'on peut imaginer. Et puis, le néo-féminisme, vous savez, Alice Coffin, Sandrine Rousseau, pour qui tout est faute des hommes blancs, sont-elles raisonnables et raisonnantes? Est-ce que ces néo-féministes ne seraient pas l'ennemi des femmes quelque part? Pourquoi la question du genre fait reculer la condition des femmes? Et nous nous demanderons quelle cause des femmes faut-il adopter pour demain. Bonjour Vera Nikolski. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Alors, d'abord, vous nous dites que la domination masculine, c'est un fait historique indéniable. Oui, mais la thèse centrale de votre livre est originale au bon sens du terme parce que vous pensez que l'émancipation des femmes, c'est pas dû aux luttes féministes, finalement, aux idées de progrès, aux manifestations, aux charivari, on va dire, encore moins aux déclarations d'Alice Coffin ou de Sandrine Rousseau, mais plutôt que l'émancipation des femmes est d'abord due à la révolution industrielle, aux progrès techniques et médicaux qui ont permis aux femmes de s'extraire des tâches domestiques et d'entrer pleinement dans le monde social. Et puis par ailleurs, dans votre livre, on va y revenir dans la deuxième partie de votre livre, vous estimez que dans ce monde qui arrive, où l'énergie et les ressources vont venir à manquer, le statut des femmes sera probablement de nouveau menacé, ce qui est très intéressant. Alors, est-ce que j'ai bien résumé d'abord votre livre ? Oui, plutôt bien, oui, en effet. Alors, juste pour préciser d'emblée, je ne nie pas le rôle des idées. Dans mon livre, je ne cherche pas à montrer que les idées n'ont aucune importance, qu'elles n'ont pas joué, etc. Ce n'est pas ça du tout. Disons que y a déjà beaucoup de gens, à part moi, pour insister sur le rôle des idées. Les idées sont vraiment au centre, en général, des démonstrations relatives à l'émancipation des femmes et de beaucoup d'autres phénomènes. On vit vraiment dans un monde où les idées sont très souvent mises en avant. Un monde assez idéaliste, à mon sens. C'est très français d'ailleurs, ça. Hein. Oui, on aime parler des idées. Particulièrement en France, effectivement. Donc les idées sont déjà beaucoup mises en avant. Et puis, le rôle des idées dans le processus d'émancipation des femmes me semble en effet à relativiser. Ouais. Il existe, mais il doit être relativisé. Donc, mon livre cherche à équilibrer un peu le discours, à rééquilibrer un peu le débat sur cette question, en revenant vers des éléments un peu plus matériels, un peu très prosaïques, voilà la base matérielle qui permet, à mon sens, cette émancipation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, votre thèse, Vera, c'est pas idéaliste, c'est pas que les idées qui changent le monde, mais c'est aussi matérialiste. Ce sont les conditions d'existence matérielle qui prédominent et qui font que la situation des hommes et des femmes évolue. Absolument. C'est une thèse matérialiste, je pense qu'on peut le dire. C'est un retour vers le matériel. Et plutôt que de cause, d'ailleurs, de cause de l'émancipation, je parle surtout dans le livre d'une condition de possibilité. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation mécanique des transformations matérielles qui engendreraient mécaniquement l'émancipation des femmes, mais de conditions de possibilité fondamentales sans lesquelles cette émancipation n'aurait pas pu avoir lieu. Donc de quoi on parle? Alors effectivement, l'élément qui est central dans le livre, c'est la révolution industrielle et l'ensemble des processus économiques, technologiques, industriels et sociaux qui sont lancés à cette époque et qui transforment notre monde au point de le rendre vraiment très différent de ce qu'il était avant. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'a littéralement rien à voir avec celui dans lequel l'humanité a évolué pendant le plus gros de son histoire. De son histoire et de la préhistoire, d'ailleurs. Alors, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, on met souvent en avant le terme anthropocène. Voilà, anthropocène, par analogie avec les âges géologiques. Donc, cène, le suffixe cène. Donc, l'ère des hommes, de l'être humain, qui est fondée sur le recours massif à l'énergie
et à la transformation décuplée de la nature que cette énergie permet. L'énergie et le recours aux énergies fossiles permettent vraiment une action décuplée de l'homme sur la nature. Si vous le permettez, Vera, j'aimerais bien que Maxime nous explique concrètement ces mots qui sont un peu compliqués: féminicène, androcène, anthropocène. Pour l'auditeur, c'est pas toujours des notions dont ils sont familiers, Maxime. Alors, bien sûr, Stéphane, je parle sous le contrôle évidemment de Vera Nikolsky. Le féminicène, c'est l'ère des femmes, tout simplement. Sauf erreur de ma part, c'est d'ailleurs un néologisme de votre cru. Pourquoi féminicène? Alors, le suffixe cène, vous le disiez, est normalement utilisé pour qualifier des périodes géologiques, le Miocène, le Pléistocène, l'Holocène, etc. Récemment, un mot s'est imposé dans le débat public, celui d'anthropocène, étymologiquement l'ère de l'homme avec un H majuscule, donc l'ère de l'humanité en fait en tant que telle. C'est la période symbolique qui marque à partir de la révolution industrielle le début de l'influence réelle, notable et mesurable de l'humanité sur l'environnement. On la date généralement entre 1784, c'est la machine à vapeur de James Watt, et 1850. Pour certains, cette formulation qui cible l'humanité en général est beaucoup trop abstraite et il y a évidemment besoin de préciser. À gauche, par exemple, si vous prenez des penseurs comme Armel Campagne ou Andreas Malm, ils parlent de capitalocène pour montrer que c'est moins l'humanité en général qui est responsable de la crise environnementale, mais le capitalisme mondialisé, très précisément. Et chez certaines néo-féministes, comme Sandrine Rousseau, on parle d'androcène. Le coupable n'est plus l'humanité, l'homme avec un grand H, mais l'homme tout court, c'est-à-dire le mâle, le mâle blanc, etc. C'est donc une sorte de pied de nez auquel se livre Vera Nikolsky avec ce terme de féminicène, car elle rappelle aux néo-féministes que cette fameuse révolution industrielle mise en branle par les hommes, ce qui est vrai aussi, cet effroyable androcène est paradoxalement ce qui a permis l'émancipation pratique des femmes sous cette ère des hommes et des mâles. L'androcène est donc aussi partiellement et largement l'ère des femmes, le féminicène. Oui, alors je voudrais qu'on n'oublie pas Michel qui est avec nous et qu'on lui demande comment il explique l'émancipation des femmes dans l'histoire. Est-ce que c'est lié véritablement à l'industrialisation moderne, comme vous le dites, Vera ? Je suis un peu gêné par l'idée de ramener les choses à l'industrialisation, parce qu'il y a eu du féminisme dès qu'il y a eu des femmes libres, autonomes et indépendantes. Et par exemple, quand Aristophane écrit Lysistrata et que les femmes décident de faire la grève du sexe pour que les hommes en finissent avec la guerre, on n'est pas dans une perspective technique ou technocratique ou industrielle, mais il y a simplement juste des voix de femmes qui s'élèvent. Alors là, pour le coup, vous allez me dire, c'est Aristophane, mais je veux dire, et Lysistrata, c'est un personnage de pièce de théâtre. Mais je crois qu'on a dans l'histoire de la pensée, avec Marie de Gournay par exemple et Montaigne, ou avec Gabrielle Suchon, ou avec les femmes des salons littéraires au XVIIIe siècle, on a des femmes qui s'émancipent simplement parce qu'elles estiment qu'elles doivent pouvoir prendre leur part de la raison. Quand Montaigne nous dit que les femmes sont peut-être sottes, mais que finalement leur sottise provient de leur éducation, si on les éduque autrement, elles cesseront de l'être, sottes, et bien pour le coup, il pose les bases du féminisme. Alors là encore, on pourrait dire, comme avec Aristophane, c'est Montaigne qui pense la question du féminisme, mais il y a un moment donné où ces idées-là, elles avancent. On s'en parle, on en discute, et puis il y a la réalité historique, c'est-à-dire qu'il est bien évident que quand les hommes sont à la guerre et que les femmes font du vin, font les récoltes, font les moissons, obtiennent le blé pour faire le pain, etc., on se dit qu'il y a aussi des moments où les femmes font la démonstration, et là, elles sont bien obligées, qu'elles peuvent faire la même chose que les hommes, le même métier, fabriquer les munitions, les bombes, les tanks, elles fabriquent le vin, le pain, elles survivent et elles rendent possible la famille. Donc je crois que l'émancipation féminine est un problème de personne et qu'elle rencontre cette émancipation des moments historiques qui la facilitent ou qui compliquent cette émancipation. Alors évidemment, Vera, on va vous demander une petite réaction au propos de Michel, que vous allez compléter dans un instant. Et dans un instant, on va continuer à s'interroger sur ces rapports hommes-femmes et penser la question du féminisme. On va se demander d'ailleurs si les néo-féministes ne sont pas au contraire les ennemis des femmes. Sandrine Rousseau, Alice Coffin, vous savez, chez qui toutes les fautes reviennent au mâle blanc. Et sont-elles raisonnables et résonantes? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Il est 10h15, de retour dans l'heure libre avec une invitée exceptionnelle, Vera Nikolsky, haut fonctionnaire normalienne, docteur en sciences politiques, auteur de Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et les vrais dangers qui les menacent chez Fayard. On vient d'écouter Michel Onfray qui nous disait que finalement le féminisme, ça a quand même existé pas de toute éternité, mais tôt. Et il prenait quelques références antiques. Vera, vous vouliez réagir? Oui, Michel Onfray a raison. À toutes les époques, il y a eu des femmes qui se sont exprimées, qui ont voulu être plus libres que ce
ce qui était possible à leur époque. Des femmes très courageuses, souvent, parce qu'elles s'exprimaient dans un contexte défavorable. Mais ces voix, ces expressions sont restées isolées. C'est-à-dire qu'elles n'ont concrètement rien changé à leurs conditions. Ce n'est pas parce que il y a eu Christine de Pisan qui a écrit des choses très émancipées sur les femmes que la condition des femmes de son époque s'est transformée. C'est également le cas pour le bouillonnement intellectuel au moment de la Révolution française et même au début du 19e siècle. Il y avait des femmes qui s'exprimaient, qui écrivaient des pamphlets, qui publiaient des choses, mais la condition des femmes restait globalement très dominée. Jeanne d'Arc a fait la guerre, mais ce n'est pas pour autant que d'autres femmes l'ont faite. Donc la question centrale du livre est précisément celle-là. Pourquoi, à un moment donné, ces voix, ces luttes commencent à porter ? Et donc, vous dites que ces luttes, elles commencent à porter parce qu'il y a une révolution technologique qui rend la femme remplaçable, entre guillemets, à l'intérieur du foyer, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très général. Le progrès technologique et économique qui s'enclenche au moment de l'entrée dans l'Anthropocène avec la révolution industrielle a beaucoup de retombées pour les femmes, des retombées auxquelles on ne pense plus aujourd'hui, mais qui sont fondamentales pour la possibilité pour elles de vivre dans une certaine égalité avec les hommes. Alors parmi ces retombées, d'abord il y a une dévaluation de la force physique, parce que le recours massif à l'énergie dévalue la force des hommes, comme je l'ai dit, au rang d'epsilon, devant des machines qui sont très puissantes et qui font le gros du travail. Oui, donc parce que pendant des millénaires, les hommes ont fait en fait de leur différence physique une inégalité sociale. C'est ce que vous expliquez bien, c'est que en gros, il y a une différence naturelle de départ, les hommes sont plus forts, ils sont chasseurs, et puis progressivement, c'est devenu un fait accompli, c'est une différence culturelle, les hommes doivent commander, c'est comme ça. Oui, et quand Michel Onfray dit que les femmes ont pu faire les mêmes métiers que les hommes avec le même succès, c'est aussi possible dans certaines conditions techniques, ce n'est pas forcément possible dans des conditions très primitives. La deuxième conséquence majeure, c'est qu'une grande partie des tâches domestiques a pu être reportée, a pu être externalisée sur la structure technologique générale de la société, confectionner son linge, préparer les aliments, faire pousser les légumes, entretenir la maisonnée. Tout ça a été rendu beaucoup plus simple avec l'existence de ce monde technologique qui nous entoure. Et il ne faut pas penser uniquement à Moulinex. Moulinex libère la femme, ce n'est pas que Moulinex du tout. Notre monde est un monde d'objets qui travaillent pour nous, et ces objets dépendent aussi de toutes les structures qui les produisent à l'échelle industrielle, en amont, à partir de l'extraction de l'énergie du sol et jusqu'à la distribution commerciale large. En fait, on a le vertige quand on imagine toute la somme du travail industriel qui est nécessaire, par exemple, pour qu'on puisse se servir d'un lave-linge qui tourne paisiblement dans la cuisine. Et à côté de ça, il y a la dynamique propre au capitalisme qui a besoin de bras. C'est-à-dire que ce moment historique est aussi celui où on tire des tas de populations qui ne participaient pas à ce type de travail vers les villes, vers les manufactures. On mobilise les paysans, on mobilise aussi les femmes et même les enfants dans un premier temps. Donc le travail des femmes devient à la fois techniquement possible et il devient également utile au système économique. Donc c'est la rencontre de ces deux éléments qui fait que le salariat des femmes commence à s'imposer. Et puis la dernière chose qui me semble tout à fait fondamentale, c'est le progrès médical auquel on ne pense pas souvent. Ou disons, on y pense d'une manière très partielle. On insiste le plus souvent sur la contraception, sur l'avortement, qui sont effectivement très importants pour la liberté des femmes, la liberté de disposer de leur corps. Mais ce n'est qu'une dernière pierre qui est posée à cet édifice. Et la chose qui me semble primordiale, c'est la baisse de la mortalité infantile. Pourquoi elle est primordiale ? Parce que la baisse de la mortalité infantile libère les femmes de la nécessité de faire beaucoup d'enfants. Quand un enfant sur deux n'arrive pas jusqu'à l'âge adulte, une femme ne peut pas se permettre d'en faire un ou deux si elle veut avoir une descendance, et donc quelqu'un qui s'occupe d'elle dans ses vieux jours. Eh oui, bien sûr. Voilà, et donc c'est l'ensemble de ces éléments qui rend les femmes disponibles pour le travail à l'extérieur, qui leur permet d'entrer dans le monde du travail à l'égal des hommes, ou plus ou moins à l'égal des hommes. Elles y gagnent une nouvelle aliénation, on est d'accord, par rapport aux structures économiques, mais c'est une aliénation plus similaire à celle des hommes que celle dont elles pâtissaient auparavant. Alors je voudrais qu'on parle maintenant de néo-féminisme, parce que évidemment, tout le monde connaît le féminisme qu'on appelle universaliste, Elisabeth Badinter, qui fait suite à Simone de Beauvoir, etc. Mais ce néo-féminisme, Maxime, qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport au féminisme classique, et puis qu'est-ce qu'il génère de différent ? Alors, commençons par dire que le terme de néo-féminisme est assez flou. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de choses dedans. C'est un peu comme néolibéralisme, d'ailleurs, par ailleurs. Mais on peut l'utiliser effectivement pour distinguer deux grandes tendances philosophiques au sein du féminisme. Le féminisme universaliste, vous l'avez dit, Stéphane, qui est le féminisme classique, en fait, républicain, et le féminisme différentialiste, qui est
plus ou moins raccordable au néo-féminisme. Le féminisme universaliste, c'est celui de Simone de Beauvoir, effectivement, qui considère que la femme est un homme comme les autres. C'est la formule consacrée, c'est-à-dire que l'homme et la femme participent de l'universel et ne sont pas réductibles à une essence. C'est un féminisme d'indifférenciation. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Bon, ça, c'est le féminisme classique. À l'inverse, le féminisme différentialiste renverse la perspective et considère qu'il existe une différence irréductible de nature entre l'homme et la femme qui doit être prise en compte pour telle. Alors, ça peut donner d'ailleurs un féminisme de complémentarité entre l'homme et la femme. On a ça dans le féminisme intégral d'Eugénie Bastier, par exemple, ou Marianne Durano, c'est plutôt les côtés des cathos, ou un féminisme d'opposition dans une espèce de guerre des sexes parfois fantasmée, où on promeut une lutte solidaire des femmes contre les hommes nécessairement oppresseurs, et là on retombe effectivement sur Sandrine Rousseau, etc. C'est un féminisme qui n'est plus universaliste et républicain, mais largement identitaire, parfois intersectionnel, au carrefour, vous savez, des luttes pour l'émancipation contre l'hétéropatriarcat occidental, vous connaissez les éléments de langage. Dans sa vision inquisitoriale et agressive, le néo-féminisme contemporain pense que le patriarcat s'est fondé sur la négation et le refoulement de la féminité. Les hommes ont conquis et conservé le pouvoir en reléguant les femmes, il faut donc s'opposer aux hommes et mener une guerre des sexes, d'où le culte des sorcières, par exemple, qui peut, a priori, comme ça, paraître un petit peu bizarre chez certaines néo-féministes, mais qui est pour elles un symbole du pouvoir occulte des femmes qui ont été persécutées pendant des siècles par les hommes. Alors, je voudrais qu'on demande son avis aussi à Michel Onfray. Est-ce que le néo-féminisme est l'ennemi des femmes et du féminisme? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul modèle de féminisme finalement? Le féminisme n'est pas non plus une espèce de théorie intangible en disant voilà, il y a eu des textes de loi qui ont été pondus et qui font que le féminisme c'est comme ça partout sur toute la planète. Moi je suis pas universaliste. Je pense qu'il y a des moments où par exemple j'ai fait un voyage en Guyane un jour et je me suis dit mais on peut pas imaginer qu'à Saint-Germain-des-Prés on puisse décider de ce que doit être une cérémonie initiatique dans la forêt amazonienne puisque la Guyane fait partie de la France. Donc je pense que l'un des problèmes de la France justement ça a été l'universalisme de la Révolution française. Du genre, pour toutes les femmes, ceci est bon. Donc je ne crois pas. Je crois qu'une femme tibétaine ou une femme africaine ou une femme de la forêt amazonienne, par exemple, c'est pas exactement la même chose qu'une femme qui travaille dans une banlieue ou à New York, par exemple, et que, pour le coup, on doit faire attention à ça en estimant qu'il y a des façons diverses d'être femme et que parfois j'entends des femmes qui nous disent mais nous on veut pas être féministes comme Simone de Beauvoir l'était. On n'est pas des universalistes. Donc je crois qu'il y a des néo-féminismes dans lesquels il y a à boire et à manger, qu'il y a parfois un délire nihiliste, un délire un peu wokiste chez certaines néo-féministes, mais que par exemple quelqu'un comme Sylviane Agacinski fait la démonstration qu'on peut aujourd'hui à gauche penser un féminisme qui n'est pas universaliste au sens jacobin du terme, parce que justement elle est très pragmatique, elle est très concrète et elle nous dit mais là où il y a de l'exploitation des femmes, eh bien il faut arrêter de penser en termes conceptuels, il faut simplement se battre pour dire que il faut que les femmes défendent leurs idées, non pas en tant que femmes, mais simplement parce qu'elles ont des idées. Simone de Beauvoir d'ailleurs disait que le fait d'être femme c'était terminé, que le féminisme c'était une vieille chose. Elle le dit au départ du deuxième sexe, mais comme peu de gens ont lu Simone de Beauvoir, elle dit le féminisme c'est terminé. Il y a juste un moment donné où il faut que les femmes aient l'énergie d'être elles-mêmes, et à ce moment-là, elles incarneront un féminisme universaliste. Mais pour l'heure, on n'a pas forcément besoin de dire nous allons vous exporter Simone de Beauvoir dans le Tibet, parce que la vérité du féminisme, c'est ça. Alors vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas un modèle de féminisme qu'il faudrait suivre à la lettre, et puis Vera. Oui, globalement, je suis d'accord. Dans mon livre, j'essaye de montrer que, en fait, tout dépend quand même des conditions de vie et de conditions matérielles dans chaque contexte historique, mais aussi spatial. Donc, je suis d'accord avec cette idée qu'on ne peut absolument pas calquer les préoccupations des féministes françaises ou américaines sur des populations du tiers-monde dont les problèmes sont différents. Alors, dans le livre, j'essaye de dresser deux idéotypes du féminisme. Ce n'est pas exactement la même chose que le féminisme universaliste ou différentialiste, même s'il y a quelques recoupements. Le féminisme de la réclamation et le féminisme du faire, qui ont coexisté au cours de l'histoire dans une relation un peu dialectique. Il y avait plus de l'un, plus de l'autre, tout au long de l'histoire. Au départ, lorsque les femmes n'avaient aucun droit ou très peu de droits, réclamer des droits, réclamer l'égalité politique était inévitable et totalement logique, pertinent par rapport à l'époque. Donc les femmes ont beaucoup réclamé. Alors moi, j'estime que ce n'est pas exactement ça, pas essentiellement ça qui leur a amené ces droits, mais leur réclamation était logique par rapport à l'époque, était pertinente. Et puis le féminisme du faire, qui consiste à chaque moment donné également à profiter de l'ensemble des libertés qui leur sont offertes pour les exercer.
C'est-à-dire, voilà, George Sand n'attend pas d'avoir tous les droits, elle se saisit de toutes les libertés, et même elle les outrepasse dès qu'elle peut pour essayer de vivre de la manière la plus égale possible avec les hommes. Alors, à l'époque de George Sand, c'était très difficile, parce que la marge de manœuvre était très limitée, mais au fur et à mesure de l'histoire, ça devient de plus en plus facile. Les femmes acquièrent de plus en plus de possibilités. Donc, le féminisme du fer a beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, la chose paradoxale qui arrive aujourd'hui, c'est que ces dernières décennies, plus les femmes se libèrent, on aurait pu s'attendre à ce que le faire prenne le pas sur le réclamer. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. On observe au contraire une exacerbation de la réclamation. C'est le paradoxe dont parle beaucoup Emmanuel Todd dans son livre Où en sont-elles ? Et non seulement la réclamation persiste, mais elle se transforme un peu dans quelque chose qui est proche plutôt des doléances, c'est ce que je dis dans mon livre, où on se met à accuser les hommes un peu de tous les maux, et puis surtout on les accuse. Est-ce qu'on se rend service d'ailleurs est-ce que les néo-féministes rendent service aux femmes à simplement accuser comme ça systématiquement l'homme blanc d'être à l'origine de tous les maux? Oui, ce n'est pas certain. Oui, c'est une vraie question, mais en tout cas, elles le font. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'au fur et à mesure que les droits des femmes progressent, on a l'impression que les féministes sont de moins en moins satisfaites par la situation, ce qui est assez paradoxal. Vera, si vous en êtes d'accord, on va continuer à se demander pourquoi la question du néo-féminisme est importante et pourquoi la question du genre aussi, qui est assez nouvelle, fait reculer la condition des femmes. On parlera justement du combat des transsexuels. On se demande tout ça dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. 10h30 dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat Front Populaire, la revue, et Sud Radio, et puis en direct. Et nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, fondateur de la revue, Maxime Le Dakar, rédacteur en chef de Front Populaire. Notre invité est Vera Nikolski, auteur de Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et les vrais dangers qui les menacent, aux éditions Fayard. Alors, je voulais vous poser comme question, je voulais vous parler de la question du genre, qui est une question qui évidemment anime beaucoup les soirées, les discussions un peu germanopratines en ce moment. Les néo-féministes disent en gros que le genre n'existe pas, que tout est culture, et que finalement c'est parce que l'on vit des siècles de patriarcat que la femme a longtemps été l'inférieure de l'homme, donc c'est QFD, il suffit d'abattre le patriarcat et il n'y a plus de différence biologique. C'est évidemment un peu simplet au regard de la biologie et de la génétique. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, je voudrais souligner pour commencer qu'au départ, c'est une bonne idée. Enfin, on part d'une bonne idée. C'est-à-dire qu'on a longtemps naturalisé complètement la différence entre les hommes et les femmes, disons que tout était biologique et que cette biologie déterminait tout. Non seulement les rôles reproductifs, mais aussi des particularités psychologiques, les capacités intellectuelles, morales, etc., des hommes et des femmes. Donc au départ, on part d'une bonne idée, il y a une base biologique différente, et par-dessus se greffent des rôles sociaux. Ouais. Des rôles sociaux sexués qui varient au cours de l'histoire, qui varient dans différentes sociétés. Être une femme aujourd'hui en France, c'est pas la même chose que dans le Japon médiéval, etc. Ce qui est une idée tout à fait juste. Alors le problème de cette idée juste, c'est que ensuite elle continue à courir. Une fois qu'on l'a trouvée, on pense qu'on a tout compris et donc qu'il faut nier tout le reste. C'est dû à plein de choses. À mon avis, c'est dû beaucoup au fait que les féministes sont influencées par la sociologie. Et la sociologie naissante, avec Durkheim notamment, elle s'affirme en voulant se séparer des autres sciences, ce qui est normal pour une jeune science, donc en disant il existe des faits sociaux sui generis qui ne s'expliquent que par d'autres faits sociaux, et donc on ne considère rien de biologique, etc. Ce qui est une idée très saine pour une science qui s'affirme. Mais qui n'est pas très raisonnable pour qui raisonne. Disons qu'elle ne devrait pas conduire à nier l'existence des autres sciences. Je ne pense pas que Durkheim voulait nier la biologie. Il voulait, lui, s'occuper des faits sociaux, mais je ne pense pas qu'il pensait que le corps n'existe pas. Voilà, donc à mon avis, c'est très logique avec cet idéalisme dont on parlait tout à l'heure, qui caractérise notre époque, où tout est dans la tête, où tout est dans les idées, justement, et on oublie complètement l'aspect matériel. Et le corps est aussi un objet matériel, c'est une des bases matérielles de notre existence. On pourrait presque dire que nier l'existence du sexe biologique, parce qu'elle ne nie pas l'existence du genre, elle dit plutôt justement que le sexe n'existe pas, il n'y a que le genre qui existe. Et nier l'existence du corps, du sexe biologique, c'est un petit peu spéciste, parce que ça voudrait dire que l'homme est totalement différent des animaux. Mais oui, mais ça ne résonne, comment dirais-je, il ne serait que pur esprit. Ça ne résiste pas à l'examen des archéologues qui, dans quelques dizaines
dizaine d'années, retrouveront bien des cadavres, des os d'hommes ou de femmes. Là, c'est inscrit dans l'ADN, le sexe. Oui, donc, tout à fait. Et à mon avis, c'est XX ou XY. XX ou XY. Voilà. À mon avis, elle se trompe en pensant que admettre ces différences biologiques dévalorise d'une manière ou d'une autre les femmes ou empêche de réfléchir aux rôles sociaux. À mon avis, ça n'empêche pas du tout. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, il y a un concept sur lequel on peut revenir 2 minutes, si vous êtes d'accord, c'est qu'on entend parler de l'homme enceint. Ce qui est qu'en fait, c'est très fumeux parce que ce sont souvent des femmes qui ont une génétique de femme à la base, qui ne se sentent pas bien dans leur corps de femme, qui décident donc de muter vers un aspect d'homme, mais ce sont quand même des gens qui gardent un appareil reproducteur féminin et qui tombent enceintes. Donc ils ont une barbe, soit, mais enfin ce sont à l'origine et génétiquement des femmes qui sont des hommes enceints. On est quand même un peu dans l'escroquerie intellectuelle là, vous trouvez pas ? Oui, c'est une question de vocabulaire. Ouais, voilà, c'est une question de vocabulaire. Si les personnes insistent pour se faire appeler d'une certaine manière, on peut estimer que dans la société, la courtoisie consiste à leur accorder ce droit. On peut considérer que je ne suis pas très courtois. Maxime, cette question du genre dont on parle beaucoup aujourd'hui, je voudrais vous demander, ça vient d'où ? Ça veut dire quoi exactement ? Parce qu'on n'a parlé jamais avant. Et vu, de l'auberge du Cher ou de l'agriculteur du Cantal, cette question du genre, elle est un peu fumeuse. Alors, elle existe quand même dans les sciences sociales. D'abord, d'où ça vient ? La notion a émergé en anthropologie dans les années 30 avec les études de Margaret Mead sur la distinction des rôles sociaux chez les tribus océaniques. Alors, effectivement, c'est un peu topique, je reconnais. La notion a ensuite évolué, on la retrouve en psychologie dans les années 60. Intéressons-nous plutôt à ce que ça veut dire. Pour ses partisans, le genre correspond à un sexe social. Ce serait en fait la définition la plus simple. La politologue féministe Lorena Parini l'a définie ainsi, je la cite, c'est une bonne définition, elle est concise et très précise. Une construction sociale des significations liées au sexe biologique. Fin de citation. En gros, le sexe relève de la nature et de la biologie, le genre relève d'une construction culturelle dans un environnement social donné. Dans Trouble dans le genre, justement, Judith Butler définit le genre comme, je cite, la stylisation répétée des corps, des actes qui se figent avec le temps, de telle sorte qu'ils finissent par produire l'apparence de la substance. Fin de citation. Aussi une bonne définition, un peu plus compliquée, mais bonne définition. Pour les partisans de la notion de genre, en fait, l'idée est simple, la masculinité et la féminité ne dérivent pas du sexe biologique, dont on ne pourrait rien déduire en soi, selon elle, mais se construisent dans l'histoire par le biais d'un récit imposé au champ social. Alors disons-le, la notion de genre n'a rien d'abusif en soi. Qu'il y ait des archétypes sociaux, des genres qui se soient imposés dans l'histoire sur la base d'une certaine interprétation des sexes biologiques, et que cette interprétation ait participé à une forme de domination et de circonscription des femmes à certaines tâches, est une thèse qui se défend tout à fait. Contrairement à ce que pensent certains conservateurs. Ce qui est problématique, et c'est ce qu'a dit Vera Nikolsky, c'est de considérer que le genre est tout et que le sexe biologique n'existe pas. Et certaines féministes, effectivement, et c'est celle contre qui lutte aujourd'hui Sylviane Agacinski, qui rappelle que quand même la biologie ça existe, le corps ça existe. Certaines féministes vont jusque-là et disent que la nature n'existe pas, même parfois que le genre précède le sexe, à savoir que rien ne serait figé naturellement, que tout serait construit culturellement, le sexe serait donc une pure fiction. Cette position évidemment ultra radicale est la porte ouverte à un certain nombre de délires contemporain dont vous avez parlé, Stéphane. Alors, je vais me tourner vers Michel Onfray. Pensez-vous, Michel, que la question du genre fasse reculer la cause des femmes en niant la réalité du corps féminin ? Voilà. Mais il y a une mauvaise lecture de Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir n'a pas dit qu'il n'y avait pas de corps féminin. Elle dit d'ailleurs des choses étonnantes sur les règles, les odeurs de violette, enfin sur ce que ça modifie dans la vie quotidienne d'une femme, et que je sache, pour l'heure, les hommes n'ont pas de règles. Et donc il y a une anatomie, et l'anatomie des hommes et l'anatomie des femmes, c'est pas la même chose. Et elle ne veut pas que l'anatomie soit un destin, mais elle ne nie pas l'existence de l'anatomie. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est-à-dire que être un homme ou être une femme, c'est pas exactement la même chose d'un point de vue anatomique, physiologique, biologique, ce qui n'empêche que nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Et ça, c'est la théorie sartrienne, et elle a complètement raison, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec cette anatomie qui ne doit pas être un destin, mais qui n'est pas rien non plus. Cette idée de dire qu'il faut en finir avec la nature humaine et mettre le balancier exactement dans le sens inverse en disant il n'y a pas de nature humaine, il n'y a que de la culture, donc que de l'artifice, donc que de la culture, c'est-à-dire que vous allez
allez devoir pouvoir décider de qui vous êtes en fonction de votre choix. Vous dites, ben voilà, j'ai peut-être un corps de femme, mais moi je me sens homme, donc je ne veux pas qu'on m'assigne à mon anatomie. Ça, c'est problématique, parce qu'effectivement, il y a un moment donné où on peut dire, mais je suis de toute façon pour la fluidité, donc j'ai bien le droit 10 fois par jour de changer d'identité. Donc la possibilité de rendre fluide l'identité, c'est la disparition totale de l'identité. Quand il n'y aura plus ni d'homme ni de femme, comment pourra-t-on encore être féministe? C'est la même chose. Quand il n'y a plus de race, est-ce qu'on peut être encore antiraciste? Et quand il n'y a plus de femmes, est-ce qu'on peut encore être féministe? Alors, Vera Nikolski, l'anatomie est un destin, quand même, nous dit Michel, même si aussi il modère sur la capacité que chacun puisse interpréter un peu son destin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a en effet une lecture très partielle de Simone de Beauvoir aujourd'hui par les féministes. Parfois, je me demande si elles ont bien lu le premier tome du Deuxième Sexe, parce que la seule phrase qui est toujours citée de Simone de Beauvoir, de façon complètement rituelle, comme une espèce de gris-gris, c'est « on ne naît pas femme, on le devient ». Et quand on ne connaît que cette phrase, on a tendance à en inférer que oui, le corps ne compte absolument pas. Mais Simone de Beauvoir ne dit pas que ça. Tout le premier tome du Deuxième Sexe est consacré, ou disons sa première partie, la moitié, est consacrée à la description de ce que le corps des femmes fait à leurs conditions, dans des conditions d'existence primitive. Ce qu'elle explique, c'est que la fonction reproductive des femmes, le fait qu'elles engendrent dans leur corps, alors que l'homme engendre dans le corps d'autrui, ça détermine énormément de choses pour elle en termes de liberté de mouvement, en termes de disponibilité pour d'autres tâches, dans des conditions primitives. Et là où elle n'est pas déterministe ni essentialiste, c'est qu'elle dit que ces conditions sont fondamentales pour comprendre pourquoi la domination masculine a pu exister, mais elles n'ont de sens que dans certaines conditions sociales et matérielles. Et effectivement, c'est ce qui fait que si ces conditions changent, le rôle des femmes, le statut des femmes peut changer. Alors ça, c'est vraiment une idée qui n'est pas du tout mise en avant par les féministes aujourd'hui, et ça me semble assez incroyable, c'est-à-dire qu'elles ont complètement naturalisé les conditions dans lesquelles nous vivons, au point de ne plus se rendre compte à quel point ces conditions sont importantes. Bien sûr. Pour que l'émancipation des femmes puisse être effective. Mais dans une certaine mesure, on pourrait presque dire que les néo-féministes ne font pas que du bien à la cause des femmes. Alors oui, elles ne font pas que du bien à la cause des femmes, mais moi personnellement, je n'explore pas du tout cette querelle entre les progressistes et les conservateurs qui se demandent est-ce qu'elles sont pernicieuses pour la civilisation, est-ce que c'est du totalitarisme, est-ce que nous nous acheminons vers une société dystopique, etc. C'est vraiment des questions que je laisse de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles ne me semblent pas spécialement, enfin, ou disons pas en premier lieu, ni excessives, ni violentes, etc. Elles me semblent insouciantes. Parce qu'il me semble qu'en se concentrant sur ces questions très subtiles des identités sexuées, mouvantes, etc., les questions de genre, de vocabulaire, qui leur semblent importantes aujourd'hui, elles restent vraiment dans notre moment historique très particulier. Oui, très fermé, très fermé, petit. Et qui est caractérisé par des conditions exceptionnelles au regard de toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, ces mêmes personnes sont souvent très écologistes et s'inquiètent beaucoup de la dégradation de notre monde à venir, mais elles ne semblent pas se poser la question que deviendront des femmes dans un monde qui sera dégradé. Eh ben vous me donnez la transition, parce que dans un instant, on va se demander si le statut des femmes ne pourrait pas être de nouveau menacé dans un monde où les richesses se raréfient, où la décroissance menace, dans ce monde qui arrive où l'énergie et les ressources vont venir à manquer. Est-ce que le statut des femmes sera de nouveau menacé? On en parle tout de suite avec vous, Vera Nikolski, sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. 10h45 dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, tous les samedis matins avec Front Populaire, la revue. Nous sommes en compagnie de Vera Nikolski, qui a écrit un ouvrage passionnant sur le féminicène, un concept nouveau mais très intéressant qu'il faut connaître, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et des vrais dangers qui les menacent, avec Michel Onfray, bien sûr, et puis Maxime Lenagarde, rédacteur en chef de Front Populaire. Alors, je le disais, Vera, votre livre démontre que l'égalité homme-femme a d'abord été possible parce que la révolution industrielle a eu lieu avec le progrès technique et le progrès médical, sur lequel vous avez bien fait d'insister tout à l'heure. D'une certaine manière, c'est grâce à une société qui a su
progressé techniquement que le progrès moral a pu se faire et a pu trouver une réalité partagée. Et là, ce qui est nouveau et ce qui nous menace, c'est la deuxième partie de votre livre, c'est que dans ce monde actuel où l'énergie et les ressources vont venir à manquer, eh ben, le statut des femmes serait probablement, peut probablement de nouveau être menacé. Et ça, c'est assez inattendu. Vous expliquez ça très bien. Finalement, la crise environnementale pourrait bien sonner la fin de la parenthèse enchantée pour les femmes. Oui, on parlait tout à l'heure de ces doléances qui sont au centre de l'action de beaucoup de néo-féministes, des doléances et des combats accessoires, on pourrait dire, très ciblés, qui concernent de très petites populations, souvent très situées socialement aussi, autour de cette notion de genre et des combats qui l'entourent. Dans mon livre, je prends la métaphore de l'orchestre sur Titanic. Voilà, le Titanic coule, mais il y a l'orchestre qui continue à jouer et qui distrait le public au lieu de mobiliser les passagers pour qu'ils se prennent des mesures pour essayer d'organiser le sauvetage. En effet, si on admet que la transformation de cette base matérielle, technologique, économique de nos sociétés a joué un rôle important dans la possibilité de l'émancipation, eh bien, on doit beaucoup réfléchir à l'avenir de cette structure. Est-ce que cette structure est stable? Est-ce qu'elle est promise en lot à venir? Auquel cas, il n'y aurait pas de problème. Et le paradoxe, c'est qu'on oublie complètement ces éléments matériels au moment même où ce matériel risque de nous revenir en pleine face. Comme je l'ai dit dans le livre, aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de l'évolution de notre mode de vie, de la possibilité de continuer comme aujourd'hui, et même de crises systémiques qui risquent d'affecter l'humanité. Donc, en effet, il y a deux types de crises qui menacent l'humanité. Vous l'avez dit, la crise des ressources, et avant tout la crise des ressources énergétiques. Tout notre monde est basé sur un recours massif à l'énergie. Si cette énergie vient à manquer, notre économie va être fragilisée et il n'est pas certain que la temporalité de la recherche des nouvelles solutions et celle des crises qui arrivent sera la bonne. On peut aussi rater le coche. Et la deuxième crise qui complète la première, c'est la crise climatique. L'environnement est déstabilisé par l'action de l'homme et énormément de choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, la terre qui produit, les structures industrielles qui marchent parce que nous avons les bons éléments à notre disposition, peuvent être remises en cause par la dégradation de cet environnement. Donc le télescopage de ces deux types de crises et d'autres phénomènes dont je parle beaucoup dans le livre, notamment la montée de l'antibiorésistance, qui risque de fragiliser, qui risque de faire augmenter la mortalité, notamment infantile. L'ensemble de ces éléments risque de produire un monde qui sera à la fois un monde plus pauvre, plus chaotique et plus violent. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse revenir au Moyen-Âge, mais on risque de revenir à une forme de société hybride, quelque part entre le tiers-monde, nos sociétés, un peu des éléments du passé et des choses nouvelles. Mais il est certain que nos conditions de vie risquent réellement de se dégrader et peut-être fortement. Et cette dégradation aura des conséquences importantes pour les femmes, tout comme l'amélioration... Et quels conseils donnez-vous aux femmes pour continuer le combat? Voilà, et quels conseils je donne aux femmes? Alors, je dis d'emblée que je ne donne pas de conseils qui seraient des panacées. Oui, bien sûr. Non, mais on va dire des recommandations, des points de vigilance. Assez pessimiste. Je ne pense pas qu'on puisse tout sauver. Je ne pense pas qu'on puisse préserver entièrement la condition des femmes. Mais je parlais tout à l'heure du féminisme de la réclamation et du féminisme du faire. Il me semble que dans la situation présente, où on est confronté à ce risque de dégradation de la structure matérielle des sociétés, il est fondamental pour les femmes de comprendre que le réclamer des droits, se concentrer sur les droits et les mentalités, c'est très bien dans notre monde qui est stable et prospère. Mais dans un monde en dégradation, ce qui compte beaucoup plus, c'est cette structure matérielle qu'il faut sauvegarder, parce que sans elle, rien ne peut exister. Donc, il faut se battre encore pour le progrès, quelque part. Absolument, il faut se battre pour le progrès, et j'encourage les femmes à prendre part dans ces domaines stratégiques. Quand on dit qu'il faut se battre pour le progrès, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur la ligne des écolos radicaux qui, eux, pensent plutôt la décroissance, le repli, finalement. Oui, après, le progrès peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, le progrès, c'est pas forcément une économie extractiviste, productiviste. Justement, il faut réfléchir comment faire dans un monde où ça ne sera pas forcément possible, mais j'encourage les femmes à prendre leur part dans ce processus, parce qu'il s'agit pour elles de se rendre indispensables. Si elles ne le font pas, si elles continuent à ne pas se saisir de ces sujets, il sera d'autant plus facile de les renvoyer de nouveau à leur rôle de reproductrice dans un monde où la division sexuelle du travail risque
de revenir sous une forme ou une autre. Alors, je voulais demander à Michel Onfray aussi comment il voit la cause des femmes dans l'avenir. Michel. Je pense qu'on doit envisager la question des femmes non plus en platonicien, en disant F majuscule et voilà, maintenant les femmes, ça veut dire quelque chose sur la totalité de la planète. Alors on n'a pas non plus la possibilité de dire les femmes, ça ne veut plus rien dire non plus. Et pour le coup, il faut être nominaliste, c'est-à-dire que ça veut dire quoi être femme ici, dans telle circonstance, dans telle occasion, etc. Et c'est pas exactement la même chose de penser le statut des femmes dans l'Iran des mollahs, de penser le statut des femmes dans la France d'Emmanuel Macron, de penser le statut des femmes à Pékin, ou de penser le statut des femmes en Chine toujours, mais là pour le coup dans un village extrêmement reculé. Donc je pense que ça ferait bien rire nombre de femmes qu'on réfléchisse sur de la parité par exemple à la télévision ou je ne sais où, quand il y a plein de femmes qui se font frapper, maltraiter, qui ne touchent pas les pensions alimentaires de leur mari qui ne sont jamais versées, ou qui sont obligées de se prostituer parfois. Enfin, je veux dire, il y a quand même une misère des femmes, qui est une misère des femmes simples et dont on ne parle pas beaucoup. Et il me semble que ce serait nettement plus intéressant qu'on s'intéresse à cette véritable misère concrète plutôt que de théoriser sur des idoles majuscules. Oui, est-ce qu'on généralise pas un peu trop finalement, nous rappelle Michel Onfray? Non, je ne trouve pas, justement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les combats tels que la parité ou je sais pas, l'écriture inclusive sont parfaitement dérisoires probablement pour une femme du Tibet parce qu'elle n'est pas confrontée au même problème. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que ces combats seront tout aussi dérisoires pour les femmes de demain, qui seront placées dans un monde qui ne sera plus le nôtre. Et c'est à ça que j'appelle les femmes. Je les appelle à la vigilance quant à la nécessité de tout faire pour que la transition vers ce nouveau monde se passe le mieux possible, pour qu'on ne soit pas toutes placées dans la condition des femmes dont parle Michel Onfray, ce qui me semble un risque réel. Alors Maxime, on parlait de ces féministes, ces néo-féministes contemporaines, qui sont souvent chez les écologistes. Mais l'écologie, c'est le culte de la nature. Et là, vous y avez vu quelque chose qui est un peu paradoxal. Ceux qui réclament plus de nature et de respect du vivant finalement, et féminisme et écologie, ça fait pas nécessairement bon ménage. Vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure de néo-féminisme effectivement et de féminisme différentialiste. Eh bien il y a un courant duquel se revendique d'ailleurs Sandrine Rousseau, qui articule le féminisme différentialiste et l'écologisme, c'est l'écoféminisme. Et dans les années 70, il y a eu une rencontre entre le néo-féminisme et l'écologie radicale sous le signe de la déconstruction évidemment. L'idée est simple, alors que le féminisme universaliste tend à dénaturaliser la femme, l'écoféminisme réinscrit la féminité dans la vie biologique naturelle, car il existerait, selon ce courant, un lien structurant entre l'oppression des femmes et l'oppression de la nature. Dès lors, la défense de l'une des causes doit entraîner la défense de l'autre, et réciproquement, car qui oppresse les femmes, à la fois les femmes et la nature? L'homme, le mâle, évidemment. Le mâle. La thèse des écoféministes, de l'écoféminisme, c'est qu'en affirmant sa différence avec les mâles et en insistant sur la proximité spécifique des femmes avec la nature, elles pourront incarner la fraction salvatrice de l'humanité. Les hommes ont dominé les femmes et détruit la nature. Ils sont en quelque sorte les ennemis de l'humanité. C'est à cette aune qu'on peut comprendre la violence de certains propos des néo-féministes comme Alice Coffin, électivement. Alors vous l'avez compris, d'un point de vue universaliste, le danger d'une telle position, c'est qu'évidemment, en insistant sur la proximité des femmes avec la naturalité, c'est de la reconduire dans le déterminisme et donc de nier en partie sa liberté. Ouais, je vous engage vraiment à poursuivre ces réflexions sur le féminisme en lisant le livre de Vera Nikolsky, Féminicène. Et puis, je ne voudrais pas terminer cette émission sans vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en replay, notamment sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et saluer votre fidélité à Michel Onfray aussi. Et je voudrais, avant de nous quitter, vous signaler une rencontre exclusive le 20 juin qui arrive. Salle Gaveau entre Michel Onfray et Laurent Gérard. C'est une rencontre exclusive autour du rire. Peut-on rire de tout? Le rire est-il mort? Les deux hommes qui s'apprécient vont en parler ensemble. Et vous pouvez prendre vos places sur le site de la Salle Gaveau, sallegavo.com. Voilà, il y a sans doute une soirée avec de jolies ironies. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur nos environnements digitaux. Et je vous donne rendez-vous évidemment à samedi prochain pour une prochaine heure libre.